propose une vidéo sur ce qu'on appelle l'UAA 19 de chimie pour les cours de professionnels. Donc c'est la toute dernière unité qu'il voit en 7e. Et s'il présente le jury central professionnel, c'est uniquement ça qu'ils doivent savoir. C'est assez complexe, ça demande pas mal de background, de prérequis en chimie. Et donc voilà, je vais essayer d'y aller doucement. Donc le titre du chapitre, c'est oxydants et réducteurs. Et donc ce sont vraiment des molécules chimiques qui vont avoir des caractéristiques. Donc si on veut définir un oxydant, je donne toujours un petit truc mémotechnique. Dans le mot oxydant, il y a en, et donc on peut entendre que l'oxydant prend. Alors les réactions entre oxydants et réducteurs, ça va être des échanges d'électrons. Donc une oxydation, c'est quand on perd des électrons, une réduction, c'est quand on gagne des électrons. Et donc on va avoir un oxydant qui va réagir avec un réducteur. Alors un réducteur, ça perd. Vous voyez qu'il y a une sorte de lettres qui se mettent dans un autre sens, mais ça perd et ça gagne des électrons. Donc c'est ça qu'on échange. Les réactions acide-base, on échange des protons, des H+, mais ici on est vraiment sur les oxydoréductions, donc on va échanger des électrons. Donc l'étymologie du mot oxydation, c'est vraiment l'oxygène qui vient manger des électrons. Donc l'oxygène est un oxydant, c'est son nom. C'est de là que vient le mot oxydant. Elle mange des électrons, elle est très électronégative, la molécule d'oxygène. Et donc, voilà. Donc, un oxydant, il n'y a pas que l'oxygène, est capable de prendre des électrons, un ou plusieurs. Alors, le phénomène de prendre des électrons, donc plus des électrons, ça s'appelle aussi une réduction. Donc, une réduction, vous entendez le U du plus des électrons. Donc, un oxydant subit une réduction. Un réducteur, qui perd des électrons, donc qui a des électrons qui vont se retirer de l'atome ou d'autres choses, va subir une perte d'électrons, moins des électrons. Donc on va avoir le O du moins. Et donc un réducteur perd, subit une oxydation de la part de l'oxydant. Et l'oxydant prend, il subit une réduction de la part du réducteur qui lui refile ses électrons dont il n'a pas envie. Voilà, alors les oxydants et réducteurs vont former des couples. Et dans ces couples, on trouvera d'un côté l'espèce qui va pouvoir prendre et de l'autre côté l'espèce qui va pouvoir perdre. Et donc chaque atome, le fluor, l'or et compagnie, existe sous plusieurs formes et une forme où il va prendre et une forme où il va perdre. Ça va ? Donc on va regarder les différents oxydants. Alors pour être un oxydant, il faut avoir envie de prendre des électrons. Alors les métaux qui forment des ions positifs, quand ils sont sous forme de leur ion positif, ils vont être capables de prendre. Donc chaque fois qu'on va avoir un métal du côté gauche du couple, ça va être un métal sous forme de son ion positif. Alors où est-ce qu'on va trouver des ions positifs métalliques ? On va les trouver en solution aqueuse. Donc, si vous regardez vos bouteilles d'eau minérale, vous verrez que dans les sels minéraux, il y a du Na+, du Ca++, je crois que c'est peut-être du K+, et du Mg2+. Alors, le nombre de plus que prennent les métaux, soit vous le trouvez dans le tableau périodique. Donc, dans le tableau périodique, vous pouvez deviner quelles charges vont avoir les ions métalliques. Donc, tous ceux qui sont dans la première colonne, ils vont former des ions 1 seul plus. Tous ceux qui sont dans la deuxième colonne, ils vont former des ions 2 plus. Comment est-ce qu'on sait ça? En regardant le nombre de points aussi. Au-dessus, ça donne la valence. Donc tous ceux de la première colonne ont tendance à perdre un électron, à former une liaison, et ainsi de suite. Et donc l'aluminium, il va plutôt être 3 plus. Alors tous les métaux ici au milieu, ils sont compliqués. Ils vont parfois être 2 plus et 3 plus pour le faire. L'argent, juste 1 plus, le zinc, 2 plus. Mais est-ce que c'est nécessaire de les connaître? Non, parce que vous allez toujours avoir un tableau périodique. Donc ça pourrait vous aider, mais il y a toujours un verso à ce tableau périodique. Ici, c'est la version qu'on reçoit lorsqu'on présente le jury professionnel, mais aussi général, je crois. Alors si vous êtes dans des écoles secondaires habituelles en Belgique, on utilise plutôt ce tableau-ci, où les couples sont présentés sous forme de demi-équation. Donc là, vous avez vraiment les électrons qui sont ajoutés. Donc ici, on a les couples. Ça va? Donc j'en ai repris quelques-uns sur ma grande feuille bien chargée.
Et donc on voit bien qu'il y a à chaque fois des couples ici. Moi j'ai repris celui-là. J'en ai repris quelques-uns pour le revoir. Donc tout ce que j'ai mis dans ma feuille au milieu, on le reçoit comme copion, comme information le jour de l'examen du jury. Voilà, donc ce qu'on reçoit, c'est cette partie-ci si vous êtes au jury de professionnels, et si vous êtes en secondaire général, c'est plutôt cette présentation-ci. Mais vous remarquez que ce sont aussi chaque fois les oxydants et les réducteurs. On ne vous les donne pas en couple, on vous les donne en demi-équation. Je trouve que c'est plus facile d'avoir les demi-équations que d'avoir les couples. Donc, je vais retirer toutes ces couleurs. Voilà, donc on revient au fait que les métaux peuvent être sous forme d'ions positifs, et le nombre de plus, c'est ça qu'il y a des petits points, varie selon les métaux. Et donc ils vont prendre un certain nombre d'électrons nécessaires pour remplir éliminer toutes ces charges positives. Donc chaque petit électron est chargé négativement, et donc un électron supprime une charge positive, 2 électrons suppriment 2 charges positives. Donc quand vous êtes de l'or avec 3 positifs, vous avez besoin de 3 électrons, et quand vous êtes du fer 2 positifs, vous avez besoin de 2 électrons, et ainsi de suite. Alors, je vous avais dit que les ions métalliques étaient en solution, on dit qu'ils sont aqueux, dissous dans l'eau, et les métaux par contre, qui sont neutres, qui ont récupéré leurs électrons, sont plus sous forme d'ions, eux sont des solides, comme l'aluminium, comme le cuivre, comme le fer. Alors j'ai mis une petite remarque, mais ça c'est une petite remarque, ceux qui existent sous forme de plusieurs ions, ils peuvent aussi gagner des électrons sans arriver directement au neutre, et donc donner des électrons avec un peu moins, donc c'est ça que signifie la charge ici, la flèche. Un métal positif, un ion métallique positif peut donner un autre ion métallique positif qui aura moins de charge. Et donc parfois il y a le fer par exemple, c'est un spécialiste, il est à plusieurs étages, mais le cuivre aussi. Il forme plusieurs couples. Ok, alors il n'y a pas que des non-métaux, que des métaux, qu'on va considérer, malgré que pour le jury professionnel, on va vraiment insister là-dessus, mais parfois il y a un petit non-métal qui passe, donc il faut juste se dire que les non-métaux, alors c'est qui les non-métaux? Les non-métaux, c'est ceux qui sont à droite du tableau périodique. Donc si vous cherchez un non-métal, donc les non-métaux, c'est l'hydrogène, le bore, le carbone, l'azote, hop, et ça fait une sorte de petit escalier comme ça. Donc les non-métaux, ils vont avoir tendance à former des ions négatifs. Donc le fluor va donner du F-, le chlore du Cl-, le brome du Br-. Donc ça, ce sont les ions que vont donner les non-métaux, parce qu'ils sont de valence 1, ils ont aussi un petit point ici, et eux, ils veulent gagner un électron pour venir remplir le trou, tandis que les métaux, ils voulaient perdre un électron pour venir vider leur dernière couche. Donc pourquoi est-ce que tous les atomes métalliques comme non métalliques font ça? C'est pour ressembler aux gaz rares et être stable, et avoir une couche complète de 8 électrons, être en octet. Voilà, mais pour les oxydoréducteurs, les oxydations et réductions, comprendre que quand des atomes ou des ions prennent ou donnent des électrons, c'est pour former des ions stables. Donc l'oxygène c'est 2-, le soufre c'est 2-, l'azote c'est 3-, les autres font un peu moins d'électrons. Alors l'hydrogène, c'est vraiment aussi l'ion hydrure qu'on va considérer comme ion stable. Parce que si vous commencez à considérer l'hydrogène comme un sodium ou un potassium, si vous lui retirez son électron, il ne va pas ressembler à un gaz rare, puisque s'il recule d'une case, il est dehors. Et donc l'hydrogène, il va plutôt avancer d'une case, au même titre que le fluor, gagner des électrons, alors que les métaux, ils reculent d'une case pour se retrouver chez les gaz rares précédents. Voilà. Mais tout ça, de nouveau, ce n'est pas absolument nécessaire de le comprendre de ce côté-ci du tableau, puisque vous avez le verso, et dans le verso, on vous montre que le fluor, donc on vous montre que par exemple le fluor, il va donner F-, vous avez l'information. Ça va, vous avez aussi l'information que le fluor n'existe pas sous forme F tout seul, qu'il existe sous forme de molécules de difluor. Au même titre que l'oxygène n'existe pas sous forme de O, mais sous forme de molécules de dioxygène. Voilà, mais de nouveau, savoir les liaisons, le nombre de liaisons, les doublés non-liants, ça c'est pas absolument nécessaire pour réussir ce chapitre-ci.
Ok, je reviens sur ma grosse synthèse. Et donc, on a des non-métaux. Les non-métaux comme l'oxygène, le fluor, qui sont souvent par molécule, mais pas toujours. Donc, vous voyez ici, le non-métal soufre. Il n'est pas sous forme de S2, hein, donc c'est ça que je mets des petits points, mais pas pour tout le monde. Ils vont prendre un certain nombre d'électrons. Et donc, s'il y a 2 oxygènes, on va se retrouver avec 2 atomes d'oxygène dans la molécule de dioxygène. On va se retrouver avec 2 ions non métalliques. C'est ça que je mets des petits points devant. Et le nombre d'électrons va aussi varier. Donc, le soufre, il a une valence 2. Le fluor, il a une valence 1. Et de nouveau, toutes ces informations-là, vous les avez sur le tableau que vous recevez, puisque vous recevez absolument l'état des oxydants et l'état des réducteurs conjugués. Donc, quand un oxydant a pris des électrons, c'est ça que fait un oxydant, prend, il devient l'autre espèce qui est un réducteur, puisque cette espèce-là est capable de reperdre. Donc, on a chaque fois un couple oxydant et réducteur conjugué. Et si on le regarde dans l'autre sens, on a un réducteur et son oxydant conjugué. On met parfois un petit prime pour montrer que c'est celui qui est venu de l'autre. Mais ce n'est pas tout à fait nécessaire. Voilà, alors pour être complète, j'ai rajouté qu'il n'y a pas que des ions monoatomiques positifs ou des non-métaux monoatomiques. Il y a aussi tout ce qu'on appelle des groupements, des ions polyatomiques. Donc là, j'en ai pas repris dans mon petit échantillon, qu'on va aller voir sur le grand tableau. Je les ai pas repris parce que c'est des plus compliqués et c'est pas absolument nécessaire d'aller jusque-là, mais on va juste les regarder un peu. Donc il y a des ions polyatomiques comme S2O8 2- qui va prendre des électrons pour devenir SO4 2-. Donc là on voit qu'il y a un changement d'oxygène, donc des gens qui vont manger des électrons, il y en a moins, que les charges ici restent les mêmes, mais les charges elles peuvent changer. Donc si vous regardez celui-là, il a aussi changé de charge. Alors c'est assez difficile de se dire que ClO3- est un oxydant qui prend des électrons pour donner quelqu'un qui n'a plus de charge. Donc sur ce tableau-ci, ça fait un peu bizarre de se dire qu'un oxydant, ça prend, donc c'est toujours des électrons, et on ne le voit pas dans, dans le petit réducteur qu'on obtient. Donc si vous étiez avec l'autre tableau, c'est beaucoup plus clair. Mais ce n'est pas celui-là que vous avez quand vous faites le jury. Donc si on reprend le ClO3, normalement je vais le trouver, voilà, il est là, le ClO3- qui est en couple avec le Cl-, mais il est aussi en couple avec le Cl2. Il a plusieurs étages, hein, mais je ne le vois pas au même étage. Là, il y a le Cl2. Donc on n'a pas tous les couples tout le temps partout. Donc on va peut-être pas regarder celui-là. Alors celui-là est encore pire. Et c'est un qui est assez connu, et je l'ai déjà vu dans un examen de jury central, mais avec l'explication de l'équation. Donc le MnO4-, c'est du permanganate, c'est très joli, c'est un rose très fort comme ça. Et vous voyez qu'il est en couple avec un Mn2+. Donc vous voyez quelqu'un qui prend des électrons, qui est chargé négativement, et puis se retrouve positif. Donc vous voyez, c'est pas toujours aussi clair quand on a des oxydants qui prennent. Donc ici, on a un oxydant qui prend, on le voit bien. On a un oxydant qui prend, il est 3+, on voit bien qu'il a pris. Okay, donc quand on a des groupements, c'est plus compliqué parce qu'en fait, il y a à chaque fois de l'acidité, donc des H+, du milieu acide et la fabrication d'eau, ou bien des milieux basiques avec des utilisations de molécules d'eau. Donc pour les groupements, c'est plus complexe, mais un oxydant va toujours prendre des électrons, même si vous ne le voyez pas spécialement au milieu de sa figure. Comme ça, vous avez un petit peu plus d'informations sur les autres qui sont bizarres sur le tableau. Voilà, donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va chaque fois avoir un oxydant qui prend, que ce soit un métal ou que ce soit un non-métal. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle une demi-équation de réduction. Donc, quelque chose qui prend des électrons et qui donc fait une réduction plus des électrons. De l'autre côté, on va avoir un réducteur qui va perdre des électrons. Et donc, perdre des électrons, c'est ce qu'on appelle une oxydation. Donc, vous avez le moins, vous avez le moins des électrons, ou vous aviez le plus des électrons. Et donc, vous avez quelqu'un qui va les prendre à quelqu'un qui va les perdre. Donc, ça va vraiment faire une réaction qu'on va appeler d'oxydoréduction. C'est ça quand vous écrivez des petites équations où il y a plus les électrons bien visibles, vous êtes avec ce qu'on appelle des demi-équations.
vous n'avez pas l'équation en entier. Donc, si vous prenez une demi-équation et une autre demi-équation, vous allez pouvoir avoir une vraie équation que vous pouvez écrire sous forme ionique ou moléculaire. Voilà, j'ai juste passé un petit temps sur les réducteurs. C'est exactement la même chose, mais à l'envers. Et donc, quand vous avez un tableau avec les petites équations, vous avez vraiment une double flèche parce que l'oxydant peut prendre ou le réducteur peut perdre. Et donc, ça peut se passer dans les deux sens. Donc, si on regarde maintenant une demi-équation d'oxydation, les électrons vont toujours être sur la droite. Pourquoi? Parce que votre réducteur perd, et donc il va faire moins des électrons. Mais en chimie, vous ne pouvez pas l'écrire comme en mathématiques à côté de lui. Parce qu'en chimie, vous devez avoir de chaque côté de la flèche, du côté des réactifs et du côté des produits, vous devez avoir exactement la même quantité de matière. Donc on peut vraiment faire une jolie balance avec une petite aiguille. Hein. Il faut que vous soyez bien au centre. Donc si avant l'oxydation, vous avez une certaine quantité de matière, de l'autre côté de l'oxydation, vous devez avoir exactement la même quantité de matière. Donc on ne peut pas avoir de matière négative, moins des électrons sur une équation chimique. Ça ne s'écrit pas comme ça. Donc c'est comme en maths, hein. Quand vous avez moins des électrons, vous faites passer de l'autre côté, ça devient plus. Voilà, donc ça c'est pour l'écriture d'une demi-équation. D'oxydation, pardon, le réducteur subit une oxydation, moins des électrons. Donc c'est bien le O. Donc faites attention de ne pas écrire moins des électrons dans l'équation. Vous pouvez le faire avec une flèche au-dessus si ça vous aide, mais pas dans l'équation. Voilà. Et donc, qui va faire ça? Donc, c'est les métaux. Les métaux qui veulent perdre des électrons parce qu'ils sont dans les premières colonnes. Ils ont quelques électrons célibataires dans leur couche dont ils veulent se débarrasser. Je dis enlever ces taches. Et les non-métaux, je raconte qu'ils veulent remplir leur trou. Donc, un non-métal, il va plutôt avoir presque la couche complète. Et donc, il veut remplir sa couche pour se retrouver avec un octet. Donc, ça, c'est une représentation qu'on appelle de Lewis. Les barres représentent 2 électrons et les points représentent des électrons célibataires. C'est ce qu'il y a au sommet du tableau périodique selon les familles. Donc si vous êtes un halogène comme le chlore, vous allez avoir 7 électrons autour de vous. Et vous mettez ça où vous voulez. Hein. Et si vous êtes un alcalin comme le sodium, vous avez un électron autour de vous. Et donc j'étais en train de dire que les métaux avaient donc des points, 1, 2 ou 3 points, dont ils veulent se débarrasser, et donc ils vont avoir la tâche qui va être maintenant partie à côté d'eux. Voilà pour les métaux qui veulent perdre des électrons. Si maintenant vous êtes un non-métal, c'est les ions négatifs des non-métaux qui vont perdre des électrons pour redevenir le non-métal neutre. Alors j'ai mis solide. Solide, c'est pour l'iode ou le soufre, mais ça peut être liquide si c'est du brome, ou ça peut surtout être des gaz, en fait, les non-métaux. Voilà, le dioxygène est un gaz, O2, H2 est un gaz, N2 est un gaz. Donc l'air que vous respirez, c'est 80% de diazote, N2, et 20% de O2 avec un petit peu de CO2 là-dedans. Donc à nouveau, on peut faire beaucoup plus compliqué que les métaux et les non-métaux si on commence à regarder les groupements et les oxydes. Donc les MO- sont les groupements, ou les XO- ou les MO sans le moins. Tout ça, c'est des trucs compliqués, au même titre que ceux de gauche. Voilà. Donc moi, lesquels est-ce que j'ai repéré dans le tableau que vous avez à l'arrière, parmi les 50 qu'on vous propose? J'aime bien faire attention à certains. Donc, avoir quelques exemples de non-métaux qui vont donc être neutres du côté oxydant avant de prendre et de devenir négatifs. Quelques exemples, je vais peut-être les mettre en... Je crois que je les avais mis en rouge. Boum. Ça, c'est des non-métaux. Et lui aussi, c'est un non-métal. Il prend des électrons, mais bon, c'est un peu compliqué. Lui, l'hydrogène est parfois sous forme de proton d'acidité ou sous forme d'ion stable moins d'hydrure, donc on va le laisser de côté. Les métaux, vous avez l'or, vous avez le fer qui peut avoir différents étages et vous avez l'aluminium. Et donc on va avoir dans ce tableau un certain ordre. C'est pas du tout classé par ordre alphabétique ou les métaux, les non-métaux. C'est classé par force.
Et donc on a au début du tableau ce qu'on appelle des oxydants forts, qui ont fortement envie, qui ont un potentiel élevé, et le potentiel se mesure en volts. Il y a vraiment des... C'est ce qui se passe dans les piles où vous avez 1,5 volts ou 9 volts. Donc ils ont une certaine envie de donner les électrons, de fournir du courant. Et donc tout en haut du tableau, vous avez des oxydants forts. Donc ils vont être très énergétiques, très instables et en fait assez peu exister sous cette forme. Donc quand vous pensez au fluor, vous en avez dans votre dentifrice, mais il est sous cette forme de F-, sous cette forme pas forte et très stable. Pareil pour l'or, vous les avez en bagues solides, sous forme très stable et qui n'ont pas envie de réagir. Par contre, dès que vous respirez du gaz difluor, vous êtes sûr de mourir parce que c'est un gaz très irritant qui va attaquer toutes vos cellules de poumon pour prendre des électrons à gauche, à droite. Il y a un épisode d'urgence où le gars a respiré ça dans une usine et il meurt pendant tout l'épisode. Il n'y a rien à faire contre ça. C'est glauque. Ok. Après, tout à fait de l'autre côté... Oui, pardon. Donc, si vous avez des solutions qui contiennent des ions or, alors ça se fabrique avec de l'électrolyse en mettant un lingot d'or quelque part et en faisant de l'électricité pour forcer et refabriquer des oxydants très instables. Après, vous avez aussi l'oxygène de l'air qui est quelque chose de très actif. Hein. Ça prend des électrons au fer, ça le rouille. Ça vous vieillit aussi, hein, le vieillissement cutané est aussi dû à l'oxygène de l'air. Voilà. Après, si on va maintenant du côté des réducteurs forts, on va les chercher tout à fait à l'autre bout du tableau. Donc les réducteurs forts, ils vont être ici tout en bas. L'aluminium, c'est quelque chose d'ultra réactif. Alors vous allez me dire, oui, mais non, moi j'ai ma feuille d'aluminium, j'emballe mes tartines pendant 2 semaines et il n'y a rien qui se passe. En fait, l'aluminium, si vous commencez à plier votre feuille et que vous cassez un petit peu la couche d'oxyde d'aluminium qu'il y a en surface, il réagit immédiatement. Donc l'aluminium s'oxyde très 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 vite au contact de l'air. Et c'est aussi une partie de l'examen du jury de comprendre quels métaux vont réagir comment et se dégrader comment. Donc très concrètement... dans la vie économique, hein, comment avoir des métaux qui tiennent le coup. Donc l'aluminium est ultra réactif, mais il est protégé par sa couche d'alumine. Donc je vous le dis qu'il est réactif, je peux vous le prouver, mais dans la vie de tous les jours, il est quand même un petit peu avec une surface de protection personnelle, qu'on appelle l'alumine Al2O3. Voilà, donc l'aluminium est tout en bas très réactif. Les trucs de basicité... le fer va aussi très facilement rouiller, pas très facilement, ça va prendre quelques mois quand même, hein, et vous allez plus ou moins le protéger avec de la peinture. Mais donc le fer n'est pas un métal noble. Les métaux nobles plus stables, ça va être l'or, le platine, l'argent, tous les trucs qui sont chers et stables et bien. Et donc ceux qui sont très réactifs et beaucoup moins chers, c'est le fer. Le calcium, c'est aussi un métal, mais à nouveau, on ne le retrouvera que sous forme de son ion, beaucoup plus stable. Donc le calcium que vous avez dans le lait, c'est la forme stable de l'atome de calcium, qui n'a pas du tout envie de réagir. Et quand vous l'avez dans vos os ou dans le lait, c'est sa forme ionique. Donc vos os sont en fait des sels où on agglomère du Ca++. Voilà, donc le tableau va vous donner des gens qui ont plus ou moins envie de réagir. Et donc si vous voulez que ça réagisse bien, vous allez prendre un oxydant qui est tout en haut et un réducteur qui est tout en bas, ou bien qui en tout cas sont placés comme ça, et vous allez donc faire réagir un oxydant fort avec un réducteur fort. Et donc quand ils vont réagir avec, ils vont donner leurs compagnons. Ils vont donner leur oxydant moins fort et leur réducteur moins fort. Donc à partir de là, on va mettre ensemble une demi-équation de réduction, où il y a un plus, et une demi-équation d'oxydation, où il y a quelque part un moins. Et on va comme ça avoir des gens qui s'échangent. Donc, on peut écrire des demi-équations de réduction, où on ne considère que l'atome qui prend ou perd des électrons, des demi-équations d'oxydation, où on considère que l'atome qui perd des électrons, et quand on les met ensemble, donc quand on ajoute les deux demi-équations pour former non plus une demi-équation mais une vraie équation,
on doit faire attention d'avoir un échange d'électrons équilibré. Donc si vous avez quelqu'un qui prend 2 électrons et quelqu'un qui donne 3 électrons, parce que c'est leur valence, ils sont dans ces colonnes-là du tableau, pour équilibrer l'échange, pour qu'il n'y ait pas d'électrons qui se retrouvent sur le côté, on va multiplier pour atteindre ce qu'on appelle le plus petit commun multiple, le PPCM. En primaire, on s'amuse à faire des PGCD, plus grands communs diviseurs, et des PPCM, plus petits communs multiples. Il y a certainement plein de vidéos sympas là-dessus. Et donc, ici, entre 2 et 3, le plus petit commun multiple, c'est 6. Donc, le chiffre qui multiplie les deux le plus petit, c'est 6. Donc, on va multiplier les 2 électrons que prend le cuivre par 3. Et on va multiplier par 2 les 3 électrons que perd l'aluminium. Donc, au total, le cuivre va prendre 6 électrons et l'aluminium va perdre 6 électrons et ça va pouvoir tomber juste. Et quand ça tombe juste, on simplifie. Donc, c'est ça que je suis obligée de prendre 3 cuivres. Et ça va me donner 3 cuivres. Et de prendre 2 aluminium. Et ça va me donner 2 aluminium. Ça va? Après, je recopie. Si j'ai mon oxydant fort, si j'ai mon oxydant fort dans mes réactifs, qui réagit avec mon réducteur fort de mes réactifs, donc je suis vraiment une lettre gamma. Donc je suis mes 2 réactifs qui sont l'un en haut, l'autre en bas. Et de l'autre côté, je retrouve... Donc maintenant, je fais la flèche parce que je vais tomber... Mon réducteur va donner son oxydant conjugué, qui est ici, Al3+, et mon réducteur conjugué ici. Donc si vous voulez écrire du côté des produits dans l'autre sens, 2Al3+, plus 3Cu, parce que vous suivez le gamma, il n'y a vraiment pas de souci. On écrit les équations dans l'ordre qu'on veut. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une équation ionique d'oxydoréduction. Donc ce n'est pas une demi-équation de réduction ou une demi-équation d'oxydation, c'est une réaction où les deux se passent en même temps. Donc les 2 cuivres, je vais peut-être changer de couleur, les 2 cuivres, c'est des oxydants, les 3 cuivres, pardon, ils vont donc prendre 2 électrons, et ils sont 3 à faire ça, donc 3 fois 2 électrons sont gagnés, et l'aluminium, ils vont prendre 3 électrons, mais ils sont 2 à faire ça. Et donc on a... Non. Et l'aluminium, il va perdre chacun 3 électrons, et ils sont 2 à faire ça. Et donc on a bien 6 électrons de la réduction et 6 électrons de l'oxydation. Ça va? Alors j'ai manqué un peu de place sur ma feuille, parce qu'en fait je voulais ajouter les piles, parce qu'en fait les piles c'est exactement la même chose qu'une oxydoréduction qu'on peut faire dans un petit pot, dans un petit tube, en mettant en contact un ion métallique en solution avec une surface métallique. Donc nous ce qu'on a fait en vrai, c'est prendre une feuille d'aluminium et dessus dissoudre un petit peu de sel de cuivre, et on a vu apparaître des petits grains de cuivre, et on a vu que l'aluminium se dissolvait, il y avait des petits trous dans la feuille, on pouvait le voir en mettant une lumière en dessous. On pouvait aller voir une autre vidéo de la chaîne où je montre cette manip, mais ici je fais une synthèse plutôt. Voilà, donc la pile. C'est quoi la pile? C'est exactement la même chose qu'une réaction d'oxydoréduction dans un seul pot. On va juste séparer les choses. Donc si on reprend l'idée que notre cuivre et notre aluminium ont envie de réagir dans un certain sens d'après leur force. Donc on a vraiment le cuivre, il a envie de réagir dans le sens... Oups. Donc on a le cuivre, il a vraiment envie de réagir dans le sens donner du métal, et notre aluminium, il a envie de réagir dans le sens donner des ions. Donc si vous les mettez ensemble, les ions cuivre sur l'aluminium, la réaction va se passer sur place à l'endroit où ça se passe. Mais si vous commencez à séparer la feuille d'aluminium des ions cuivre, mais que vous leur donnez l'occasion quand même d'échanger des électrons par un fil, la réaction va avoir lieu. Rien que parce qu'à l'autre bout de la matière, les électrons, en fait, dans le fil électrique, dans la plaquette métallique, vous avez plein de petits électrons qui sont libres et qui sentent en fait, c'est un peu comme des chiens renifleurs,
qu'à l'autre bout, ils sont un petit peu plus souhaités. Ici, ils sont un petit peu, on a envie de s'en débarrasser. Et de l'autre côté, on a envie de les récupérer. Et tous les électrons qui sont les uns derrière les autres partout, ben, ils ressentent ça à l'arrivée. Donc ici, il y a plein d'électrons aussi. Et donc, si jamais il y a un grand oxydant, donc un oxydant fort ici, qui a envie de prendre des électrons, ben, les électrons vont se précipiter vers lui, à distance, via un fil électrique. Et donc, lui va devenir du Cu solide. Et donc, vous avez votre électrode qui va avoir des électrons, du Cu solide supplémentaire. Il va avoir ce qu'on appelle un gain de masse. Tandis que de l'autre côté, votre aluminium qui n'a eu qu'une seule envie, c'est de perdre ses électrons. Il n'en fait pas trop envie, donc ces électrons sont partis spontanément parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui les voulait davantage. Et donc lui, il s'est dissous. Donc on a eu des petits trous dans la plaque ou dans la feuille. Et donc on a vraiment une perte de masse quand le métal solide donne l'ion. Et donc les électrons se déplacent bien depuis le réducteur, le raid fort qui veut perdre, vers l'oxydant fort qui veut prendre. Voilà, alors, donc on a le sens de passage des électrons. Juste une petite remarque d'électricité, c'est que si vous regardez le I, le courant électrique, le sens conventionnel du courant, il est à l'envers du sens des électrons. Donc ça c'est aussi un petit piège. Si vous avez un bon cours d'électricité, c'est la première chose qu'on vous dit. Les physiciens ont décrit le sens du courant avant de comprendre, de savoir que c'était des électrons qui bougeaient, et ils n'ont pas corrigé le sens du conventionnel du courant. Donc ça, c'est le sens conventionnel. Par convention, les physiciens disent que le courant va du plus vers le moins, alors que quand vous êtes un petit électron, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de courir vers du plus, vu que vous êtes négatif. Voilà, du coup, l'endroit de la pile qui fournit les électrons, hein, où il y a un aluminium qui s'en débarrasse, c'est le côté négatif bourré d'électrons. On va appeler ça l'anode. Donc c'est un nom un peu compliqué, mais c'est aussi le nom qu'on donne aux ions négatifs, les anions. Donc parfois il y en a qui connaissent l'autre. La cathode, ça va être l'endroit positif qui attire les électrons. Et donc on parle parfois de cation. Il n'y a pas de H dans cation. Voilà, donc la cathode, c'est là où a lieu la réduction, là où il y a plus des électrons, la réduction. Peut-être qu'on pourrait se dire que la cathode, c'est là où il y a le C, hein, réduction, et l'anode, c'est là où il y a l'oxydation, donc là il y a moins. On peut se dire qu'il y a le N dans l'anode, ouais, on peut y arriver. Voilà, donc dans l'anode, c'est là où a lieu l'oxydation. Ok, alors ça, c'est quand on regarde nos métaux. Donc nos métaux, on a du Cu++ qui prend des électrons et devient du Cu. Donc on a un gain de masse. Boum, je fais un gain de masse. Et on a du Al qui était solide et qui devient ionique. Et on a donc une perte de masse. Lui, il vient en perte de masse. Donc ça, c'est si on regarde les métaux et les ions positifs, mais il faut bien se dire que des ions positifs, ça ne se balade jamais tout seul. Et donc, quand on a mis le Cu++ en solution, en bas, ils ne sont pas venus tout seuls. Il y avait ce qu'on appelle des contrions. Alors, un contrion, quand vous êtes un ion positif, votre contrion est négatif. Et si jamais on avait considéré un oxydant qui était négatif, ou un réducteur qui était négatif, on aurait des contrions positifs. Donc contre-ion, c'est charge opposée. Donc le jour où vous avez créé votre petite pile et que vous avez mis votre plaquette métallique, qui est, soit dit en passant, un métal orange, vous avez mis en solution un ion Cu2+, qui, soit dit en passant, est quelque chose de bleu ciel. Il n'est pas venu tout seul. Il est venu, vous avez mis en solution un sel. Et du Cu, il va venir avec un contrion qui peut être, on peut prendre du CuCl2 ou du CuSO4 ou du CuNO3. Donc il y a plusieurs possibilités de contrions et quelque part vous allez les trouver, les différents contrions possibles. Il y a beaucoup de choses à enregistrer, on dirait.
et différents contrions possibles, vous les avez un petit peu ici. Donc si vous êtes un cuivre et que vous cherchez des ions négatifs, ou vous êtes un aluminium, hein, c'est pareil, vous pouvez vous balader avec des SO4-, vous pouvez vous balader avec des NO3-, vous pouvez vous balader avec des Cl-. Ça, c'est des contrions classiques. Donc, vous pouvez faire du sulfate de cuivre, du chlorure de cuivre, du nitrate de cuivre. Les autres sont moins classiques. Parfois, vous avez de l'hydroxyde de cuivre aussi. Après, c'est un peu tout. Permanganate, ça va être assez rare. Bon, pourquoi pas. Voilà, donc ça, c'est les contrions négatifs que vous avez à votre disposition pour prendre des sels, pour former des sels. Donc, je reviens ici. Donc, quand je fais ma pile, je plonge. Voilà. Zou. Donc, quand je fais ma pile, je plonge le métal cuivre dans sa solution de cuivre. Alors, pourquoi je ne vais pas plonger le métal aluminium dans la solution de cuivre? Ben, sinon, j'aurais ma réaction redox qui se passerait sans passer dans un fil. Donc, moi, quand je fais la réaction d'une feuille d'aluminium avec des ions cuivre dedans, qui sont bleus, la réaction, elle a lieu tout de suite là. Donc, c'est les petits grains métalliques qui ont lieu tout de suite ici, avec des trous dans l'aluminium. Et on recueille tout ça dans un joli petit récipient en plastique. Et on voit les trous. Ok. Donc, si on les met ensemble, la réaction a lieu in situ, sur place. Je parle latin d'un coup, là. Tandis que dans une pile, on va les séparer. Donc, je les sépare. Et donc, mon cuivre, je dois vraiment le faire venir avec son compagnon de contrion. Et donc, quand on écrit une équation ionique, si on veut passer à l'équation moléculaire, ce qu'on doit rajouter, c'est des contrions. Donc, si vous avez 3 petits Cu, je vais les refaire en rouge, 3 petits ions Cu+, pourquoi c'est oui, qui sont venus pour faire votre réaction, mais vous avez eu besoin à chaque fois de les faire accompagner par un contrion. Et le contrion, ça va être notre SO4-. Et donc, je prends 3 SO4- parce que j'ai 3 Cu. Et quand je les mets ensemble, quand je forme une molécule, je mets les plus et les moins, je forme une molécule de sel. Ça va me faire du CuSO4 et j'en ai 3. Ça va. Et donc, j'ai réécrit dans un petit coin de la feuille surchargée, je le reconnais, que chaque fois que vous avez un sel solide, que ce soit NaCl ou CuCl2 ou CuNO3 2 fois, dès que vous le mettez dans l'eau, il se dissocie. Il donne ses ions positifs et ses ions négatifs. Donc, quand j'utilisais mes petites plaquettes en bois, le sel solide, c'est quand vous avez le sel avec les ions qui sont accrochés. Donc, si le Cu2+ est accroché au sulfate, vous avez un solide. Et dès que vous le mettez dans l'eau, dès que vous mettez de l'eau, l'eau, ça les décroche. Donc, je vais mettre de l'eau. Donc, dans l'eau, voici la molécule d'eau, une goutte. Les ions se décrochent les uns des autres et voilà, ils sont dispersés partout. Et l'eau va être vraiment nécessaire. Hein. Si on commence à mettre des petits grains de sel solide sur le cuivre ou sur l'aluminium, ça marche beaucoup moins bien. Donc, il faut vraiment que l'eau soit là pour disperser les ions et qu'ils puissent chacun aller réagir sur l'endroit où les électrons arrivent pour eux. Ok, donc l'équation moléculaire. L'équation moléculaire, j'ajoute les contrions nécessaires. Donc, si j'ai 3 Cu2+, je vais ajouter 3 SO4-, et ça va se reformer ensemble en 3 molécules de CuSO4 bien fermées. Mais en fait, ils ne sont pas vraiment fermés. Donc, on l'écrit sous forme moléculaire, mais on sait très bien que l'eau n'est pas loin et qu'en fait, ils ne sont pas tout à fait collés l'un aux autres. Et donc, on peut les représenter plutôt en mode CuSO4. Ils sont pas loin, ils sont bien en bon nombre, mais ils ne sont pas en forme solide. Ils sont quand même aqueux. Ok. Du coup, ces 3 SO4-, qui étaient les compagnons du Cu2+, comme mon équation ionique était pondérée, j'avais bien mis exactement la bonne quantité de cuivre, d'aluminium, de charge. Si j'ajoute des contrions du côté gauche, je suis obligée de les ajouter des deux côtés. Donc, c'est ça que signifie cette petite barrière d'équilibrage. Hein. Donc, il faut rajouter 3 SO4-. Et le SO4-, 2-,
les charges ici sont un contre-ion pour les nouveaux aluminiums qui ont été formés. Et donc, on va avoir nos deux aluminiums qui ont été formés. Les deux aluminiums qui ont été formés. Pourquoi il y en a deux? Mais c'est parce qu'on avait l'aluminium qui donnait chacun 3 électrons et on voulait arriver à 6. Alors que des cuivres, chaque électron prenait 2 électrons et on voulait aussi arriver à 6. Donc des cuivres, il y en avait 3. Des aluminiums, il y en a 2. Et donc les 3 SO4 qui rappliquent, mais ils vont exactement compenser les charges de l'aluminium. C'est fait exprès, puisque à gauche vous avez 6+, à droite vous avez 6+, c'est comme ça que c'est pondéré. Si vous arrivez avec 6- à gauche, vous arrivez avec 6- à droite. Maintenant, quand vous devez écrire la molécule, si on vous demande d'écrire l'équation moléculaire, vous devez accrocher ensemble les aluminiums et les sulfates, et vous vous rendez compte qu'en fait, pour avoir une molécule qui tombe juste, quelque chose qui est avec autant de plus que de moins, mais vous vous rendez compte que ça va être un peu plus compliqué qu'un seul Cu pour un seul SO4, parce qu'ici vous avez des aluminiums qui vont par 3 charges positives et des sulfates qui vont par 2 charges positives. Donc la molécule, elle va prendre tout le monde ensemble pour tomber juste. Dans la molécule de sel de sulfate d'aluminium, la formule c'est Al2SO4 3. Et donc il y a des trucs de nomenclature où on raconte, mais ça marche, c'est pas des racontards, que l'aluminium a une valence 3, ça c'est les 3 points au sommet, que le sulfate a une valence 2, ça c'est à connaître par cœur, et on croise les valences pour se rendre compte qu'il faut 2 aluminiums et 3 sulfates. Donc on sait le faire sans dessiner de petits dessins de puzzle, mais je trouve qu'avec les puzzles c'est légèrement plus concret que ces croisements de mathématiques qu'on se demande ce qu'on multiplie. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai encore rajouté comme petite difficulté? C'est dans ma pile. En fait, pour construire une pile, on vous dira, on construit une pile cuivre-aluminium, et on vous dira qu'il y a 2 couples. Donc dans l'énoncé d'une pile, on va peut-être nettoyer encore à nouveau. Donc si on vous donne l'énoncé d'une pile, on dira qu'on forme une pile entre le couple et le couple. On vous donnera une pile cuivre-aluminium en vous donnant les 2 couples. Et donc, ce sera à vous de vous dire, bah tiens, lequel va faire quoi? Mais vous allez vous rendre compte que lui est le fort et donc réagit comme ça. Et donc, dans le compartiment où vous mettez le cuivre, vous avez bien la réduction, donc plus des électrons, dans ce sens-là. Et si vous avez l'aluminium, vous vous rendez compte qu'il est là-bas en bas. Et donc, lui, il va faire moins des électrons, et donc vous avez l'aluminium qui perd ses électrons. Donc quand vous recevez l'énoncé, la première chose à faire, c'est regarder leurs forces, regarder dans le tableau où ils sont, comme ça vous savez ce qui se passe dans le compartiment d'un des métals et ce qui se passe dans l'autre compartiment du métal. Et donc après vous devez positionner les choses, donc il faut avoir bien compris que les solides sont neutres, et donc le Cu+ solide, les solides, ils sont dans la plaquette, et l'aluminium, il est dans la plaquette aussi. Donc les solides, c'est les métaux, c'est les électrodes, c'est quelque chose de solide. Et les ions, ils sont dans la solution, et on les met bien dans l'eau. Et après, on vous dira que l'ion est venu sous forme de sulfate de cuivre. Et en fait, ici, je me suis amusée à vous mettre du nitrate d'aluminium, NO3, un seul moins, le nitrate d'aluminium. Donc, parce que en fait, le sel avec lequel vient le métal, l'ion métallique, dans les 2 compartiments, c'est pas du tout obligé d'être le même, puisqu'ils ne se rencontreront jamais. Et donc, on a ici un exemple d'autres sels. Donc là, j'ai mis un nitrate d'aluminium. C'est ça qu'on a mis dans la solution de la feuille de l'aluminium, et on se rend compte que ça donne des ions avec des charges différentes. Alors, ce que j'ai encore à raconter, c'est le fameux pont salin. Alors, le pont salin, c'est quoi? C'est la fin de la pile, en fait. Quand vous avez des cuivres qui sont en train de disparaître et de former du Cu solide, vous avez des charges négatives en manque. Des charges négatives sont en train de disparaître. Et de l'autre côté, quand des aluminiums sont en train d'arriver, vous avez trop d'ions positifs qui sont en train d'apparaître. Donc votre pont salin, il va servir à neutraliser ça. Donc si vous manquez des ions positifs, le pont salin va fournir des électrons positifs. Et donc ici, rentre dans la solution, quand la pile fonctionne, du Na+, pour prendre la place du Cu2+. Et de l'autre côté, quand la pile fonctionne, pour combler, en fait, pour que l'aluminium 3+, ne soit pas tout seul, pour faire le contre-ion du Al3+, on fait venir du Cl-.
Et donc le pont salin, c'est parfois un papier tortillé, c'est parfois un carton humidifié, c'est parfois une membrane gluante. C'est un support humide, mais ça doit contenir des ions. Donc celui que j'ai présenté ici, c'était juste de l'eau salée, donc NaClAQ, donc du sel de cuisine dans de l'eau. Mais ça peut être du Ki, du n'importe quel ion, du moment que ça apporte les charges positives qui sont en train de disparaître, et ça apporte des charges négatives pour contenter des charges positives qui apparaissent. Donc des contrions de chaque côté. Voilà, ma tablette est presque morte, et j'espère que vous avez survécu. Et donc, j'espère que ça vous aura tout remis en place et que vous pourrez réécouter plusieurs fois ceci calmement par morceaux pour essayer de faire tous les exercices possibles. Bonne journée!